vous ai donné mon salaire, j'aimerais connaître le vôtre, s'il vous plaît. Alors, en fait, je suis ministre depuis 6 semaines. Je n'ai pas encore eu mon premier bulletin de paye complet, donc je ne peux pas vous donner de montant global parce que juste je ne l'ai pas. Celui d'avant 6 semaines, dans ces cas-là? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très fortement réduit mon salaire, très fortement, parce que j'étais dans une entreprise. Juste peut-être pour parler 5 minutes de moi, parce que après tout, je ne me suis pas présentée et je pense que c'est important aussi. Moi, j'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé pour l'État pendant une vingtaine d'années, essentiellement dans la santé et dans le social. J'ai travaillé avec Bernard Kouchner, je travaillais sur les questions de médicaments, puis à l'Agence du médicament. J'ai travaillé auprès de Martin Hirsch, je vous le disais, on a créé le revenu de solidarité active, on a aussi créé le service civique, j'étais sa directrice de cabinet. Et puis ensuite, je suis retournée au ministère des Affaires sociales comme secrétaire générale et je me suis occupée d'emploi, donc on pourra échanger sur cette question-là. J'étais déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle. J'ai créé là-dedans un dispositif dont je suis fière, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui s'appelle la garantie jeune. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais en gros, c'est un dispositif d'accompagnement de jeunes en très grande difficulté, sans revenus, sans perspective, et qui marche avec des beaux retours à l'emploi. En fait, ce que vous nous dites, c'est j'ai une préoccupation sociale. Non, ce que dans ma je vous dis carrière. juste qui je suis, parce qu'après tout, finalement, c'est peut-être important aussi, donc je vous demande encore 30 secondes, je vais essayer d'aller vite. Et puis, j'ai quitté l'État parce que j'étais frustrée. J'étais frustrée du court-termisme. J'étais très frustrée d'un modèle politique dans lequel je travaillais pour des ministres qui avaient un horizon de très court terme. Et je suis partie dans une entreprise industrielle pour voir comment ça fonctionnait ailleurs, si on peut aussi contribuer au bien commun, à l'intérêt général dans une entreprise. Une entreprise agroalimentaire. Une entreprise agroalimentaire. En faisant ça, j'ai augmenté mon salaire. Et quand je suis revenue parce que je pense qu'on est à un moment où on peut faire autre chose que du court-termisme. Je pense qu'on est à un moment où on peut essayer de travailler une trajectoire publique pour la société, pour nous tous, qui prennent en compte les défis dont parlait Alain Bougrain-Dubourg, qui nous aident à trouver la transition. En faisant ça, j'ai très fortement baissé mon salaire. Ce serait totalement indécent de m'en plaindre. Je ne m'en plains pas. Mais en tout cas, je ne suis pas... S'il vous plaît. Pardon ? J'aimerais le connaître, s'il vous plaît. Le salaire d'un ministre ou d'un secrétaire d'État est autour de 7 000 € par mois à peu près, 7 500 € par mois. S'il vous plaît, pas celui le mien sera dans ces eaux-là, à l'euro près, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas eu ma première... 487 €. Oui, et je sais à quel point c'est différent de toucher 7 500 € ou de toucher 1 250 € ou de toucher 480 €. Très bien. Je sais que c'est un salaire qui est important, qui est dans les salaires les plus élevés de nos concitoyens. Ce sont aussi des responsabilités importantes. Et de toute façon, encore une fois, les salaires du privé sont supérieurs. Et donc, c'est... Voilà. Et vous aviez une autre question, Maxime Nicole. Je rebondis juste sur le... J'ai des responsabilités très importantes. D'accord ? Je pense que la vie d'une personne qui ne vit pas et qui finit par craquer et s'enlever la vie, ça a aussi une importance. Donc, quand on a un salaire de 7 000 €, vous ne m'avez pas dit l'autre, hein, mais c'est une moyenne, de 7 000 €, et qu'on dit à des gens, je suis plus sur le long terme, bah, je vous dis que quelqu'un qui touche comme moi ou comme cette dame, c'est la fin du mois qui compte. C'est 1 mois, 30 jours. Pas ce qui va se passer sur les 5 prochaines années. Parce que peut-être que dans les 5 prochaines années, bah, elle ne sera plus là. Ça, c'était une des choses. Et l'écologie, parce que je sais que vous ne me répondrez pas, pour l'écologie, on parle de transition écologique. Comment on peut parler de transition écologique quand on propose aux gens d'acheter un véhicule qui pollue autant qu'un véhicule à moteur? Le véhicule électrique utilise du lithium qui pollue les sols et qui est extrait à la main par des enfants qui meurent de maladies très graves. Les batteries sont non recyclables ou très difficilement recyclables. Et les véhicules électriques sont rechargés au nucléaire qui est complètement non recyclable. Donc j'aimerais savoir comment on peut parler d'écologie quand on demande à une personne d'acheter un véhicule qui n'est déjà pas recyclable, mais qui pollue presque plus à sa conception et à la fin de sa vie que dans toute la durée de vie d'un diesel qui roule entre 200 et 300 000 km pour un véhicule. Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Votre réponse? Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. La première, faire de la politique en essayant de réfléchir à comment changer la société pour l'améliorer à moyen ou à long terme, ça ne veut pas dire se désintéresser du quotidien. La question, c'est de savoir comment on arrive à trouver le bon rythme pour que chacun des pas faits aille dans la bonne direction, qu'il aille assez vite, avec une constance et un cap.
Et c'est ça pour moi faire de la politique, et c'est ce que j'essaye de faire de là où je suis, auprès du ministre d'État, François de Rugy, pour la transition écologique. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition d'en faire de la politique entre construire le long terme et essayer de répondre aux préoccupations du court terme. Mais si vous ne traitez que le court terme, vous ne traitez jamais les problèmes de fond. Et ça, je pense que, in fine, vous ne faites pas progresser la vie et la société pour nous tous. Pour la voiture électrique, on ne parle pas de la même chose en réalité. D'un côté, on parle d'émissions de gaz à effet de serre. On parle du réchauffement climatique et du fait que les transports, les énergies fossiles émettent à peu près 70% des gaz à effet de serre en France, mais d'ailleurs pas qu'en France. Donc sortir du véhicule thermique, c'est notre réponse à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une solution pure et parfaite. Le nucléaire, nous n'avons pas dit que nous voulions faire du tout nucléaire. On a plutôt dit le contraire. On a dit qu'on voulait revenir à pas plus de 50% de nucléaire dans la production énergétique, électrique. Ça veut dire plus d'énergie renouvelable. Et après, dans le nucléaire, vous avez aussi la question des déchets. Dans les batteries, vous avez la question des métaux rares. Et la question des métaux rares que vous citez et le travail des enfants, c'est pas la même question, même si c'est une question aussi importante que les gaz à effet de serre. Mais une voiture thermique, ça pollue plus qu'une voiture électrique. Moi, je vous dis, je n'achèterai jamais un véhicule électrique, sachant que ça tue des enfants, par exemple. Oui, parce que vous dites aussi important. On parle d'enfants et de nucléaire. On parle de vie humaine d'enfants. Et vous dites que c'est aussi important. Je dis que ce qui est aussi important, c'est de ne pas précisez, pardonnez-moi, pour ceux qui nous regardent, quand vous dites la vie des enfants, c'est ceux qui extraient ces métaux rares dans certains pays en particulier. Oui, enfin, entre autres, on parle là d'enfants qui travaillent et de nucléaire, du coup. Et vous dites que c'est parce que ces métaux rares, pardon, je précise, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément au courant, il faut faire un peu de pédagogie. Voilà. Ces métaux rares qui sont indispensables à la fabrication d'une batterie, pour l'essentiel, les mines se trouvent dans certains pays d'Afrique où les conditions évidemment sociales et éthiques ne sont pas les nôtres, loin de là. Non, mais je veux pas polémiquer là-dessus. Je dis que la vie humaine est importante. Toutes les vies humaines sont importantes. Les vies du travail forcé. Et bien sûr qu'il faut lutter contre le travail forcé et le travail des enfants dans ces sujets-là et dans plein d'autres sujets, dans beaucoup de pays en dehors d'Europe, heureusement. Et je dis aussi que le réchauffement climatique, ce sont des vies perdues. Ce sont les grands accidents, ce sont les grandes catastrophes, ce sont les vies perdues dans l'Aude, ce sont les vies perdues en Californie, ce sont d'autres vies perdues. On ne va pas opposer des vies perdues les unes aux autres. Je dis juste que notre objectif, c'est de lutter contre ce réchauffement climatique qui coûte des vies et bien sûr pas au prix du travail des enfants.